Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une vidéo point lecture. Je vais vous parler de 4 romans et un manga, donc je ne tarde pas, je commence tout de suite. Le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit de The Rain après l'Apocalypse, donc c'est le tome 2 de cette saga, écrit par Virginia Bergin et c'est publié aux éditions Bayard. Pour info, le premier tome, je l'avais juste adoré, j'avais hâte justement de lire ce second et dernier tome, mais ça a été une très grosse déception. Je vais pas vous spoiler l'histoire, je vais vous résumer le tome 1. En fait, on va suivre le personnage de Ruby, qui est une adolescente de 15 ans, qui en gros, un beau jour, pendant qu'elle fait une fête avec ses copains, elle va se rendre compte que la pluie est devenue en fait toxique. Dès que cette pluie entre en contact avec votre peau, elle a un espèce d'effet corrosif et un espèce de virus qui fait que vous mourrez dans d'atroces souffrances, pour être honnête. Donc ça va être compliqué parce qu'au final, non seulement la pluie est infectée, mais carrément l'eau, les nappes phréatiques, tout est infecté. Ce qui fait que l'eau du robinet, vous ne pouvez plus la boire, vous ne pouvez plus vous doucher. Il faut faire attention de ne pas entrer en contact avec d'autres personnes qui sont contaminées par le virus. Et forcément, Ruby, elle, c'est une adolescente, elle comprend pas ce qui se passe, elle espère que les adultes vont l'aider, sauf que certains adultes vont mourir et elle va se retrouver toute seule à devoir gérer pas mal de choses. Le premier tome, j'avais vraiment adoré parce que même si le personnage de Ruby est parfois agaçante, on se met à sa place, c'est une adolescente, elle fonctionne comme une ado et elle comprend pas forcément ce qui se passe et comment elle va survivre. Ce second tome, ça a été une grosse déception pour plusieurs points. Déjà, Ruby est devenue agaçante. J'avais envie de la tarter. Elle en vient même à se parler à elle-même, un petit peu comme si elle devenait folle. Et encore que ça, même si ça m'agaçait, je me disais, l'auteur a peut-être pas tort. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes tellement isolé dans votre vie que peut-être vous vous mettez à vous parler tout seul. En soi, ça pouvait passer. Là où ce n'est pas passé, c'est qu'à plusieurs moments dans ce roman, en fait, Ruby n'a même plus envie de parler, c'est-à-dire qu'elle a même la flemme de parler. Donc quand elle a des pensées dans sa tête, c'est fait sous base d'émoticônes, c'est-à-dire une bombe pour dire un gros mot, une étoile ou un cœur pour dire je t'aime. Et c'est trop cucupralinou, c'est trop gnangnan, c'est trop chiant en fait en tant que lecteur, parce que en fait je paye pas un livre pour avoir des émoticônes quoi, je paye un livre pour lire. Et ça franchement ça m'a saoulée. Je pense que l'auteur voulait faire un petit peu le côté moderne, adolescent. Mais ça l'a pas fait en fait, cette partie-là ne l'a pas fait du tout avec moi. Autre point négatif, c'est que les scènes en fait, elles s'enchaînent très rapidement, voire trop rapidement, ce qui fait qu'il y a des moments où en fait l'histoire est un gros flou total. On a des actions en veux-tu en voilà, sauf qu'en fait notre cerveau n'a pas le temps d'analyser qui fait quoi, où, quand, comment. Du coup c'est vraiment pas agréable. Plus d'une fois je me suis retrouvée perdue en me disant mais attends on est où là Pourtant le roman je l'ai lu de manière en continu, c'est-à-dire que ça n'a pas été un roman que j'ai traîné sur un mois ou même plusieurs. Non, je l'ai lu quand même assez vite. Je ne le laissais pas non plus de côté trop longtemps, mais j'étais perdue. Je reprenais un chapitre, je ne me rappelais plus trop ce qui s'était passé parce qu'on rattaquait déjà sur une autre action qui venait en gros encore remettre une couche sur d'autres qui se sont passées. Enfin bref, un gros flou total. Vous l'aurez compris, j'en attendais vraiment beaucoup de cette suite. Certes, il y a une révélation qui honnêtement, je ne m'y attendais pas, était plutôt pas mal et l'auteur en plus nous retrace plusieurs éléments pour nous faire comprendre que l'issue finale est entre guillemets la bonne. Alors par contre, la fin de ce roman, what the fuck quoi. J'ai pas compris, on sait pas trop ce qui se passe, on sait pas trop si finalement Ruby s'en sort, on sait pas. On sait pas si l'humanité a finalement trouvé quelque chose, va faire quelque chose, on sait rien. En gros, c'est démerdez-vous. Et voilà, ça a été une très grosse déception. Pour le coup, ça a complètement gâché cette saga parce que le premier tome, vraiment, je l'ai adoré. Voilà, donc je vous la recommande quand même, mais qu'au niveau du premier tome. Mais alors ce second-là, j'espère que si vous la lisez, vous aimerez, mais moi forcément j'ai pas apprécié. Ma note est donc d'un 1 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. J'ai ensuite lu Broken de Jeanne Devreau et Laura Devillard en e-book, donc je vous mets la photo juste ici. Il s'agit d'une lecture en partenariat avec les auteurs puisque leur roman sort le 9 janvier. Au moment où vous verrez cette vidéo, il sera déjà sorti et il est sorti aussi bien en format broché qu'en format numérique. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment une très belle lecture. Ici on va suivre le personnage de Colina qui est une jeune femme qui en fait a un peu tout pour elle. Elle mène une belle vie, elle est aimée par sa mère, sa grand-mère et ses sœurs. Ses parents par contre se sont séparés, mais elle s'entend quand même bien avec son père.
Elle a des amis, elle est assez populaire à son école, elle est même jugée un petit peu superficielle hein, parce que elle fait partie des plus connues et en général les plus connus sont les plus superficiels dans les écoles, hein. Je pense qu'on a tous connu cette époque de notre vie. Sauf que malheureusement il se trouve qu'à une soirée où non seulement elle va avoir le cœur brisé, elle va également avoir le corps brisé, c'est-à-dire qu'elle va avoir un accident qui va la renvoyer directement à l'hôpital. Quand elle va se réveiller, elle va se rendre compte qu'en fait ses jambes ne répondent plus, elle ne bouge plus et en gros elle est paralysée à vie. Il va alors y avoir vraiment un chemin de réadaptation et de rééducation assez compliqué pour la jeune femme, sans compter qu'en fait même si elle n'a pas le moral, parce que attendez on vous dit quand même du jour au lendemain tu marcheras plus quoi, qu'en plus de ça il y a beaucoup de choses qui changent dans son quotidien, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus aller aux toilettes toute seule, elle ne peut plus se laver toute seule, elle ne peut plus s'habiller toute seule, que ce soit les changements de son lit au fauteuil c'est pas forcément évident, même si elle va avoir de la rééducation ça reste compliqué, mais c'est un personnage qui est une battante. Et franchement, je l'ai adorée parce que nom d'un chien, j'aimerais avoir son courage. La fille, du jour au lendemain, sa vie est complètement bousillée, mais elle va réussir en fait à en faire quelque chose de beau et à se battre en fait. Elle va se battre pour ne pas être un poids pour sa famille, mais pour s'assumer et en fait réussir à faire tout toute seule. D'un autre côté, on a un autre personnage, Mozart, qui lui est un garçon qui également fait partie de cet accident. Sauf que lui, il a eu un petit peu plus de chance, entre guillemets, puisqu'en fait, il a seulement une partie d'une de ses jambes qui a été amputée. Il se retrouve en béquille, forcément aussi rééducation, réadaptation, sauf qu'en fait, malheureusement, c'est un musicien. Et quand on a une jambe en moins, c'est un peu plus compliqué pour le faire. Ces deux personnages vont se retrouver dans le même hôpital, ils se connaissent mais sans plus en fait. Pour Mozart, Colina c'était juste une jolie fille superficielle avec laquelle il aurait pu passer des bons moments mais sans plus, et Colina en fait n'avait pas forcément vu Mozart plus que ça puisqu'elle était en couple. Sauf que ensemble en fait ils vont vraiment être soudés, ils vont s'entraider, ils vont se motiver. Et c'est vraiment une histoire qui m'a bluffée. En fait, j'avais l'impression que les auteurs vivaient ce que vivaient leurs personnages parce que la précision était juste dingue. J'ai vraiment passé un agréable moment de lecture, ça m'a touchée. Le seul regret que je peux dire, ce qui fait que ça n'a pas été un coup de cœur, c'est que j'en aurais voulu plus en fait. Le roman fait environ 260 pages, il se lit super vite. Mais on en redemande parce que moi-même j'essayais de freiner ma lecture en me disant attends tu vas un peu vite, là tu vas le bouffer. Mais c'est le cas. L'histoire en fait est vraiment touchante, belle. Et franchement moi ça m'a touchée de voir des personnages dont leur vie est complètement bouleversée se battre et en même temps vaincre leur handicap tout simplement. Je lui ai mis la note de 4 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. J'ai ensuite lu et fini un livre que je me tanne depuis je crois au moins 4 mois, 4-5 mois. En même temps il était énorme et j'avais besoin de faire des pauses en fait, tout simplement. Il s'agit de L'Héritage, le tome 1, Eragon de Christopher Paolini, que j'ai aux éditions Bayard Jeunesse. J'ai pas le livre avec moi donc je vous mets la photo juste ici. C'est une saga qui tourne autour forcément des dragons, on le voit rien qu'à la couverture. C'est une saga qui est assez vieille, que tout le monde a lu presque, sauf moi forcément. Tout le monde a fait beaucoup d'éloges sur cette saga, surtout qu'il y a un tome, un peu un hors-série qui est sorti cette année, donc tout le monde en a refait la pub et je me suis dit tiens, pourquoi pas me lancer. Ici on va suivre Eragon qui est un jeune garçon qui en fait vit avec son oncle et son cousin. Pour vivre en fait, Eragon chasse, il cherche des objets, il les troque pour de la nourriture et un beau jour il va trouver une pierre sur une terre qui est considérée comme maudite entre guillemets. C'est une magnifique pierre bleue, très bizarre. Il va décider de l'amener au boucher qui alors lui n'en veut pas du tout, il veut pas lui donner de la viande contre cette pierre parce qu'elle provient de la terre maudite donc oulala, pas du tout intéressé. Sauf qu'en fait, en se renseignant et en se rapprochant d'une personne, cette personne lui dit que cette pierre est particulière et précieuse. Eragon s'endort sur ses deux oreilles paisiblement, sauf qu'en fait, il va se rendre compte que cette pierre est un œuf et qu'en fait, il s'agit d'un œuf de dragon. L'œuf va forcément, je vous le donne en mille, éclore et Eragon va découvrir un petit bébé dragon très mignon, mais doté d'une intelligence impressionnante et il va du coup apprendre qu'il est un dragonnier. On est à une époque où en fait, si vous voulez, le roi on n'a rien à foutre de ces sujets, il les laisse crever la dalle. On a un conteur qui va s'allier d'amitié avec Eragon et qui va lui conter les histoires des dragonniers, notamment le clan ennemi et le clan gentil. Sauf qu'en fait, forcément, à partir du moment où vous êtes un dragonnier, chose qui n'a pas existé depuis des millénaires, et que vous avez un dragon, tout le monde a le regard sur vous, donc il faut essayer d'être discret.
Eragon va perdre forcément des proches, il va vouloir se venger, il va vouloir affronter les méchants. C'est grâce justement à ce conteur qui va en apprendre un petit peu plus sur les dragonniers, qui va apprendre à se battre, qui va apprendre aussi à un peu connecter ses émotions et ses choix avec son dragon, parce que en fait il faut savoir qu'il y a un système de télépathie qui se met entre le dragon et son dragonnier pour communiquer. Je ne vous en dirai pas plus au niveau de l'histoire. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le côté aventurier, le côté un peu moyenâgeux en quelque sorte. La relation entre Eragon et son dragon est super jolie. J'ai été énormément agréablement surprise par l'intelligence du dragon. Parce qu'en fait, il est limite plus intelligent qu'Eragon. Eragon se comporte un peu comme un petit couillon pour son jeune âge. En même temps, c'est un peu un ado, donc il est un peu perdu. Mais il apprend en maturité et c'est grâce à son dragon. Donc merci le dragon d'être un peu là pour contrôler les gamins. Concernant le conteur, il est assez important dans l'histoire, même si finalement il nous en apprend pas plus. Je m'attendais à des révélations, je m'attendais à un petit peu plus de trucs. Ce qu'on apprend puis rien, c'est pas grand chose. Le point négatif de ce roman, c'est qu'en fait, c'est une brique comme ça, je vous jure, vraiment, il est énorme et il se passe pas grand chose. On est surtout dans la découverte du dragonnier avec son dragon, de comment se battre, on a des affrontements, on a des méchants, on a un côté un petit peu fantasy, fantastique, on a des elfes, on a des espèces de trucs dégueulasses, des monstres, bref. Mais j'en attendais plus, j'attendais un peu plus de combats, j'attendais un peu plus de retournement de situation, et par moments je me suis un petit peu ennuyée. Alors c'est pas une saga que je vais abandonner, j'ai quand même apprécié ma lecture, mais je m'attendais à mieux. Alors après, beaucoup de personnes disent que ce premier tome est un tome introductif. On nous présente Eragon, on nous présente son dragon, on nous montre comment il s'en sort en fait, et que c'est par la suite où il y aura du combat. Donc j'ose espérer que l'action sera un peu plus présente dans les 3 autres tomes, parce que j'ai un petit peu acheté la saga entière finalement. Mais voilà, je vous en dirai pas plus, j'ai quand même passé un bon moment, mais c'était un peu longuet sur certaines actions. Et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos et je lui ai mis la note de 3 sur 5. J'ai ensuite lu un manga et il s'agit de Toy Story, le 2, donc inspiré du 2e film, écrit par Tetsuhiro Koshita aux éditions Nobidobi. Si vous ne le savez pas, je vous un amour pour Toy Story tout simplement. C'est mon Disney Pixar préféré de tous les temps. Le premier tome, j'avais adoré. Ce second tome, je l'ai adoré. Je vais pas vous en faire des 100 et des 1000. Toy Story, c'est l'histoire de Woody, qui est le jouet préféré d'Andy. Et du jour au lendemain, Andy va ramener un nouveau jouet intergalactique, beaucoup plus moderne, beaucoup plus génial, dont on fait la publicité comme pas possible. Il s'agit de Buzz l'éclair, qui est donc un astronaute. Donc ça, c'est l'histoire du 1, où en fait, Woody va vouloir dégager Buzz l'éclair, mais finalement ils vont devenir amis. Et l'histoire du 2, on a un nouveau personnage qui est donc Jessie, qui est une j'allais dire une femme, mais non, en fait c'est un jouet, un jouet pour fille de base, qui a eu un enfant également, qui était sa meilleure amie, mais qui a été abandonnée, et elle espère que Woody va l'aider en gros à soit accéder à un musée japonais, soit finalement faire partie d'une famille. Je vous en dirai pas plus sur l'histoire, c'est du Toy Story, si vous ne connaissez pas Toy Story, que faites-vous là encore? Allez vite le regarder parce que c'est juste pas possible d'avoir loupé Toy Story, vous avez loupé votre enfance. Voilà, je suis désolée, Toy Story c'est juste génial, quand on est gosse on adore, on en vient à se cacher derrière notre porte, à regarder dans le trou de serrure si nos jouets ils bougent aussi, voilà, c'est une saga que j'ai adorée. En plus de ça, au niveau des dessins, c'est archi proche du film, les actions c'est les mêmes, les répliques sont les mêmes, alors forcément les répliques sont un peu plus courtes que celles des films, les actions également, mais honnêtement c'est le dessin, le respect de la chronologie du film est juste grandiose, j'ai juste adoré. Je lui ai mis la note de 4 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Et enfin, le dernier livre dont je vais vous parler, il s'agit de ma dernière lecture de l'année 2019. C'est Coup de foudre sous la neige de Sarah Morgan et Kate Hoffman aux éditions Harlequin. Ouais, j'ai enfin réussi à me glisser une petite lecture de Noël depuis le temps que j'avais envie. Ici, on a en fait 2 histoires. Donc, pour vous parler tout d'abord de Un Noël dans ses bras de Sarah Morgan, on va suivre ici le personnage d'Evie, qui est une jeune femme qui est en fait un petit peu la merde dans sa vie, puisque son futur mari la largue 6 semaines avant leur mariage, elle a perdu ses parents, elle a juste son grand-père qui est dans une maison de retraite. En plus de ça, elle vient de se faire licencier, donc en fait sa vie c'est la merde, c'est vraiment la merde, elle passe
pas du tout des bonnes fêtes. En plus de ça, elle adore Noël, elle adore tout ce qui se rapporte à Noël. Sauf qu'en fait, elle va avoir de la chance un petit peu dans son malheur, puisqu'il se trouve que le directeur de l'hôtel pour lequel elle travaille, qui est un hôtel de prestige quand même, Rio, qui est milliardaire, va lui proposer en fait de travailler pour elle en jouant la parfaite petite amie. Si Rio lui demande ça, c'est parce qu'en fait, lui, il espère obtenir des négociations importantes et pour ce faire, il doit se racheter une conduite. Parce que c'est un homme qui enchaîne les conquêtes, qui en a rien à foutre en fait des relations stables. Lui, il veut juste s'amuser, en même temps, il a le pognon, donc qu'est-ce qui l'en empêche? Sauf que bizarrement, quand il va croiser le regard d'Evie, même si au départ c'est juste un jeu entre eux, il veut plus le mec en fait, il va complètement craquer pour elle. Forcément, elle va craquer pour lui, et vous le devinez, c'est des histoires d'amour, donc forcément, ils vont finir ensemble. J'ai passé un bon moment de lecture. C'est pas forcément ma tasse de thé, les histoires avec des milliardaires, parce que j'en ai un peu en horreur en fait, si vous voulez. C'est souvent le stéréotype de la femme qui aime le pognon et qui va aimer forcément un mec qui a du pognon, et forcément ce mec qui a du pognon est un beau gosse. C'est un petit peu trop gros pour moi. Mais ce qui m'a surtout déçue dans ce roman, c'est que Evie, pour laquelle je trouvais qu'il y avait des valeurs, qui était une femme bien, hein, parce qu'elle fait clairement comprendre qu'elle n'est pas pour une relation d'un soir, que voilà, elle se respecte, etc., tombe dans les bras de Rio à une vitesse grand V. Et finalement, ces valeurs s'effondrent en fait. On assiste à ces valeurs qui se cassent la gueule devant nous. Donc franchement, j'ai été assez déçue de ce côté-là. Après, j'ai plutôt bien aimé cette histoire, mais voilà, c'est pas une histoire d'amour folifourchon. On s'attend au dénouement, mais ça passe bien pour Noël. La deuxième histoire, il s'agit d'un Noël en Alaska de Kate Hoffman, où ici en fait on va suivre trois personnages, Tanner, Joe et Hawk. En fait, c'est trois copains qui sont trois célibataires et qui vont racheter une auberge en Alaska qui s'appelle l'auberge des célibataires. Ils proposent en fait des activités réservé aux hommes bien sûr, parce qu'il se trouve qu'il y a une légende qui dit comme quoi si une femme rentre dans cette auberge, l'un des célibataires sera marié dans l'année. Donc les trois hommes sont super, ils s'entendent super bien, ils boivent, il y a des filles, ils sont bien, ils font des excursions en avion, ils font des excursions avec des chiens de traîneau, enfin bref, ils font découvrir l'Alaska à leurs clients. Sauf qu'un beau jour, eh bien, grâce à un garçon qui s'appelle Sam, âgé de 8 ans, il va y avoir une femme qui va franchir les pas de cette auberge. Et cette femme, c'est Julia, la mère de Sam. Il faut savoir que le petit garçon âgé de 8 ans fait une fugue parce qu'il veut rejoindre le Père Noël pour lui remettre son souhait en main propre. Donc vous comprenez, c'est très important que le Père Noël l'ait en main propre. Donc Julia va avoir la surprise de devoir venir chercher son fils en Alaska, chose qu'elle n'avait pas prévue, puisqu'elle vit sa petite vie à Chicago avec son gamin. Que vous dire, j'ai haï Sam, j'ai haï ce gamin, j'avais envie de le tarter. Alors déjà, le gros côté tiré par les cheveux de cette histoire, c'est que Sam, qui est donc un gamin de 8 ans, on nous fait comprendre qu'il est plus intelligent que la moyenne, il a sauté de classe, mais à quelle heure un gamin de 8 ans annule l'avion que sa mère lui avait réservé pour aller chez son père, pour réserver un avion pour aller en Alaska, arriver à l'aéroport, il arrive à prendre l'avion tout seul, sans sa compagnon, le gamin il est mineur, mais qu'est-ce qui se passe? J'hallucine. Et en plus de ça, là où c'est encore plus une tête à claque, c'est qu'il se permet de faire des réflexions aux adultes. Genre lui, il a vu, il a tout vu, il a tout entendu. Le gamin, il a 8 ans, il est encore en couche-culotte limite, et il se permet de faire des réflexions aux adultes. Alors ça, mais j'avais envie de le... Bref, je l'ai pas supporté. Alors l'auteur, on comprend vraiment qu'elle essaie de nous faire croire que c'est un garçon trop touchant parce que tout le monde est en adoration devant ce gamin si intelligent et si mignon. Mais moi je l'ai eu en horreur ce gosse. Dès qu'il apparaissait dans le roman, ça me gonflait. Par rapport aux autres personnages, j'ai beaucoup aimé le personnage de Joe qui, en soi on le voit pas vraiment, mais c'est un des gars qui a le plus de caractère. Le personnage principal masculin qui est donc Tanner, il apporte pas plus que ça à l'histoire finalement avec Julia. En fait leur romance est juste pas possible quoi, on n'y croit pas trop. On n'y croit pas trop, ils sont complètement différents, ils passent plus de temps à s'engueuler qu'à s'aimer, c'est assez particulier, c'est une romance encore une fois en accélération grand V, parce que c'est une histoire de Noël, parce qu'on veut vous offrir du bonheur, de l'amour plein les yeux et des étoiles en veux-tu en voilà, mais franchement j'ai eu un peu de mal quand même, j'ai passé un bon moment, mais j'ai eu un peu de mal parce que c'est encore une fois une histoire beaucoup tirée par les cheveux. Pour donner une note globale sur ces deux histoires, même si c'est des histoires tirées par les cheveux, cucupraline, avec des happy end en veux-tu en voilà, c'est un peu le but des histoires de Noël et surtout des romances de Noël.
Je vais pas dire que j'ai pas aimé, j'ai passé un bon moment de lecture, j'en ai pas raffolé, je ne relirai pas ce roman, mais par contre je le recommande pour les personnes qui cherchent des histoires vraiment feel good, simples, sans prise de tête, avec des amours plein les yeux. Pour Noël, c'est vrai que ça reste parfait en fait, c'est un peu apaisant en fait de lire des histoires où tout se passe bien, il y a un happy end, on est heureux, tout est parfait en fait. Donc voilà, j'ai passé un bon moment de lecture, je lui ai mis la note de 3 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un des romans que je vous ai présentés, si vous les avez appréciés ou non, ou si je vous ai donné envie d'en lire. Et sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.